Une gentille mais pauvre enseignante donna à manger à un orphelin affamé, pour que le garçon disparaisse ensuite du village, ne laissant derrière lui que le silence et la tristesse. C'est ainsi que tout a commencé. Alice venait d'être mutée à l'école primaire communautaire de Mapota. Aujourd'hui était son premier jour. Elle marchait joyeusement sur la route, excitée à l'idée de découvrir sa nouvelle école. Alors qu'elle approchait du portail de l'école, elle aperçut un garçon debout sur le côté. Il avait l'air très triste. Son uniforme scolaire était sale, déchiré, et pendait sur son petit corps. Alice s'approcha doucement de lui et demanda. « Pourquoi restes-tu ici? Pourquoi n'es-tu pas entré à l'école ?» Le garçon baissa les yeux et répondit. « Mes vêtements sont déchirés. Mes camarades vont encore se moquer de moi. Et j'ai très faim. » Elle lui demanda doucement. « Depuis quand n'as-tu pas mangé ?» Le garçon répondit. « On ne m'a pas donné à manger chez moi depuis avant-hier. » Alice fut surprise. « Pourquoi ne t'ont-ils pas donné de nourriture ?» Le garçon soupira. « C'est une punition de mon père. » Alice était confuse. Quel genre de père ferait cela? Qui pourrait affamer son propre enfant? Mais Alice ne connaissait pas toute la vérité. Junior n'avait pas de vrai père. Ses parents étaient partis. Alice eut de la peine pour lui. Elle lui prit doucement la main et l'emmena à un petit restaurant près de l'école. Elle utilisa son propre argent pour lui acheter une assiette de riz et de sauce. Junior la regarda avec des larmes dans les yeux. Il attrapa la cuillère et commença à manger rapidement, comme s'il avait peur que la nourriture disparaisse. Lorsqu'il eut terminé, Alice sourit et dit. « Viens, allons maintenant à l'école. » Mais Junior secoua la tête. « Je ne peux pas, dit-il doucement. Si je n'ai pas un nouvel uniforme scolaire, mes camarades vont encore se moquer de moi. Je ne pourrai pas le supporter. » Alice réfléchit un moment, puis dit gentiment. « D'accord, attends-moi ici. Je vais vite revenir, puis je t'emmènerai au marché pour t'acheter un nouvel uniforme. » Junior hocha la tête. « Je vais attendre, dit-il. » Mais au moment où Alice tourna le dos, quelque chose se brisa en lui. Il regarda à gauche, puis à droite, comme un oiseau cherchant une sortie de sa cage. Et sans un mot, il se retourna et s'en alla. Pas vers l'école, ni vers sa maison, mais vers l'inconnu, vers ce vaste monde où personne ne l'attendait et où personne ne l'appellerait pour revenir. Junior était fatigué. Fatigué des camarades qui se moquaient de lui, fatigué de son oncle qui le battait, fatigué d'un village où personne ne se souciait vraiment de lui. Il avait pris sa décision, il partirait et ne reviendrait jamais. Alors il marcha encore. Plus tard dans la journée, à la fin des cours, Alice retourna à l'endroit où ils avaient mangé. Mais Junior n'y était pas. Elle attendit un peu, puis pensa qu'il était peut-être rentré chez lui. Elle rentra alors chez elle. Mais Junior n'était pas rentré chez lui. Son oncle et la femme de celui-ci l'attendaient déjà à la maison. L'oncle se tenait là, le visage dur. Peu importe l'heure à laquelle il rentre, je le punirai. Il ose encore me désobéir. Ils attendirent. La nuit tomba. Junior ne revint jamais. Le lendemain matin, l'oncle se renseigna. Quelqu'un lui dit que Junior avait été vu la veille avec une nouvelle enseignante à l'école. Une enseignante qui venait d'être mutée. L'homme courut à l'école et trouva Alice. Il hurla. « Où est mon fils ?» Alice fut surprise et confuse. « Je ne comprends pas, dit-elle. »« De qui parlez-vous » L'homme rugit. « Junior. Tu es la dernière personne à avoir été vue avec lui dans ce village. Où est-il » Alice recula d'un pas. « Je l'ai seulement aidé. Il avait faim et il était triste. Je lui ai donné à manger, c'est tout, dit-elle doucement. » L'oncle quitta l'école en furie, bouillonnant de colère. Il se rendit directement au poste de police. Pendant ce temps, le directeur convoqua Alice dans son bureau. « Que s'est-il passé entre toi et Junior » demanda-t-il. Alice expliqua tout.
Il avait l'air affamé et fatigué, je lui ai donné à manger. Et je lui ai demandé de m'attendre pour que je puisse l'emmener au marché et lui acheter un nouvel uniforme. Mais quand je suis revenu, il avait disparu. Le directeur se frotta la tête, confus. Hein, tu n'as fait qu'aider un élève et maintenant il a disparu? C'est sérieux, et étrange. Alors qu'il parlait encore, l'oncle revint, accompagné d'un policier. Il pointa Alice du doigt et cria. C'est elle. Ce n'est pas une enseignante. C'est une ritualiste qui se fait passer pour une enseignante. Elle a pris mon fils et l'a caché quelque part. Alice se leva, choquée, la voix tremblante. J'ai seulement aidé ce garçon, je lui ai donné à manger, c'est tout, je n'ai rien fait de mal. Les larmes lui montèrent aux yeux. Mais l'agent ne l'écouta pas. Il l'arrêta et l'emmena au poste de police. Et là commencèrent les interrogatoires. Où est Junior? Que as-tu fait de lui? Travailles-tu seul? Alice ne pouvait que pleurer et répéter. Je ne sais pas. Je l'ai seulement aidé. Mais loin de tout ce vacarme, la vérité était bien différente. Après qu'Alice l'eut laissé au petit restaurant, Junior s'était essuyé la bouche, s'était levé, et était allé au grand marché d'Ignam à la sortie du village. Là, il vit un camion, un lorry, en train d'être chargé. Discrètement, sans que personne ne le voie, il se faufila à l'arrière du camion et se cacha entre les sacs d'Ignam. Personne ne le remarqua. Ni le chauffeur, ni les femmes du marché, ni même les chargeurs. Junior avait disparu, mais pas par magie. Il avait choisi de disparaître. Ce matin-là, avant qu'Alice ne le rencontre, son oncle lui avait imposé un choix difficile. Tu dois choisir, l'école ou la ferme. Si tu choisis l'école, alors tu dois quitter ma maison à jamais. L'oncle ne voulait plus que Junior aille à l'école. Il voulait qu'il travaille à la ferme. Mais le cœur de Junior appartenait à l'école. Il voulait apprendre à lire, devenir quelqu'un de meilleur. Et même la vie à la ferme n'était que douleur. Peu importe combien il travaillait, ce n'était jamais suffisant. L'oncle se plaignait toujours. Et quand il se mettait en colère, il coupait des tiges fraîches dans les arbres et fouettait Junior si fort que son dos en brûlait de douleur. Ce matin-là, Junior avait pris sa décision, il valait mieux fuir et affronter le monde que de vivre une vie de coups et de souffrance. C'est pourquoi, après qu'Alice l'eut laissé au restaurant, il s'était dirigé vers le marché d'Ignam et s'était caché dans un camion rempli d'Ignam. Le lendemain, le camion arriva à destination, une grande ville animée. Des gens marchaient de tous les côtés, les voitures klaxonnaient, les vendeurs criaient. Avant même que le chauffeur ne descende, Junior sauta discrètement du camion. Il regarda autour de lui, de grands immeubles, des visages inconnus, personne qu'il connaissait, personne pour l'appeler par son nom. Junior était totalement perdu. Il ne savait pas par où commencer. Mais une chose était sûre, il ne retournerait jamais dans ce village. Jamais. Pendant ce temps, au poste de police, Alice vivait un enfer. Les policiers étaient durs, leur voix forte, leur regard rempli de colère et de soupçons. L'un d'eux frappa la table et cria. « Tu sais au moins ce que tu risques? Si tu ne nous dis pas où est ce garçon, tu pourrais passer le reste de ta vie en prison. » Un autre agent se pencha vers elle, les yeux brûlants de méfiance. « Elle pense qu'elle peut voler un enfant et ensuite venir ici nous raconter des histoires? Comment peux-tu dire que tu as juste donné à manger à un enfant, et qu'il a disparu? Je travaille dans ce village depuis plus de 5 ans, jamais un enfant n'a disparu. » Mais peu importe combien il criait, menaçait ou tentait de la faire flancher, Alice resta fidèle à la vérité. Sa voix était faible mais ferme. Je l'ai seulement aidé. Il avait faim et était faible. C'est tout ce que j'ai fait. Je le jure. Elle fut enfermée pour la nuit. Les murs froids, le silence, le poids de la peur, tout cela pesait sur elle. Mais elle s'accrocha à son innocence comme à un bouclier. Le lendemain, son mari et leur jeune fille arrivèrent de leur village. Son mari entra au poste, les yeux fatigués mais le pas déterminé. « Ne t'inquiète pas,
dit-il doucement. J'ai mis notre maison en vente. Je vais la vendre et utiliser l'argent pour te trouver les meilleurs avocats. On va se battre. Je ne les laisserai pas te détruire. Les yeux d'Alice s'écarquillèrent. S'il te plaît, ne fais pas ça, supplia-t-elle en pleurant. Ne vends pas notre maison. Ne fais pas ça à cause de moi. Mais son mari secoua lentement la tête. Je ne resterai pas là à te regarder passer le reste de ta vie en prison. Tu n'as rien fait de mal. Et je vais le prouver. Elle essaya de le faire changer d'avis, mais il refusa. Quand il fut temps de partir, leur fille éclata soudainement en sanglots. Elle s'accrocha à la robe de sa mère et cria. « Je ne veux pas partir. Je veux rester avec maman. Je veux dormir ici avec elle. » Alice essaya de rester forte, mais son cœur se brisa en 1000 morceaux. D'abord, elle retint ses larmes. Mais au moment où elle serra sa fille contre elle, elle ne put plus se retenir. Les larmes coulèrent à flots. Mais tout le monde ne montrait pas de la bonté à Alice. Un après-midi, une amie vint lui rendre visite au commissariat. Elle croisa les bras et secoua la tête. « Je t'avais prévenu, dit-elle sèchement. Tu es trop gentille avec les gens. À chaque fois que tu vois quelqu'un dans le besoin, tu veux l'aider. Regarde maintenant où ça t'a mené. » Alice soupira, les yeux fatigués mais calmes. « Dieu me justifiera, dit-elle doucement. L'ami ricana. Et où est ce Dieu maintenant que tu es derrière les barreaux? Écoute, si tu avais juste détourné les yeux comme tout le monde, tu serais chez toi aujourd'hui. Tu as touché à un garçon, et maintenant? Tu pourrais passer ta vie en prison s'il ne le retrouve pas. Ces mots transpercèrent le cœur d'Alice comme un couteau. Mais elle ne répondit pas. Elle baissa simplement la tête et garda le silence. Au fond d'elle, elle espérait encore. Elle espérait que, d'une manière ou d'une autre, Dieu viendrait à son secours. Ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'Alice faisait partie des personnes les plus rares au monde, elle ne pouvait pas voir quelqu'un souffrir sans intervenir. Même lorsqu'elle n'avait rien, elle trouvait toujours un moyen d'aider. Oui, sa gentillesse lui avait déjà causé des ennuis par le passé, mais jamais à ce point. Et même maintenant, enfermée dans une cellule, portant le poids d'une fausse accusation sur ses épaules, elle croyait encore avoir fait ce qui était juste. Ce soir-là, alors que tout était calme au poste de police, Alice tomba à genoux et cria vers Dieu. « Pourquoi moi, Seigneur » pleura-t-elle. « Je n'ai rien fait de mal. J'ai seulement aidé un enfant affamé. Maintenant mon affaire est devant la justice. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Si je reste ici, qui s'occupera de ma fille et de mon mari? » Les larmes coulaient sur ses joues pendant qu'elle ouvrait son cœur. Elle ne s'arrêta pas là, elle pria aussi pour Junior. « Où qu'il soit, Seigneur, protège-le. Garde-le sain et sauf. Que rien de mal ne lui arrive. Qu'il rencontre la bonté, comme celle que j'ai essayé de lui montrer. » Pendant qu'Alice restait enfermée, Junior vivait seul derrière une maison à Lagos. Il errait dans les rues le jour, et dormait derrière la maison la nuit. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produisit. Junior avait trop peur pour dormir à découvert, alors il se glissa derrière des fleurs devant la grande maison et tenta de s'y reposer. Au milieu de la nuit, alors qu'il somnolait à moitié, il entendit soudain des pas s'approcher. Son cœur battait vite, mais il resta parfaitement immobile, caché dans les fleurs. Un homme apparut à la grille. Il portait une longue robe noire et était pieds nus. Ses pas étaient silencieux. Il se mit à prononcer des paroles étranges, des incantations, et versa une poudre rouge devant le portail. Il répétait sans cesse. « Madame Charity doit mourir. Madame Charity ne doit pas vivre au-delà de cette semaine. Démon que je sers, venez prendre l'âme de Madame Charity. » Il le répéta encore et encore, puis disparut dans l'obscurité. Junior entendit chaque mot, figé de peur. Il n'osa ni bouger ni crier. Le lendemain matin, Junior resta près de la maison. Il voulait prévenir les habitants, mais lorsqu'il vit la poudre rouge sur le sol, il eut trop peur de la franchir.
Vers 7 heures, la grande grille s'ouvrit lentement. Une voiture brillante sortit de la maison. Junior courut et se plaça juste devant. « Stop! Arrêtez !» cria-t-il. Le chauffeur freina brusquement, sortit furieux. « Dégage de là !» cria-t-il. Mais la femme dans la voiture sortit aussi et dit doucement. « Laisse-le. » Elle s'approcha de Junior, mais il leva la main. « S'il vous plaît madame, ne traversez pas le portail. » La femme s'arrêta, confuse. « C'est ma maison. Pourquoi ne pourrais-je pas passer mon propre portail ?» Junior, la voix tremblante, répéta. « Je vous en prie madame, ne traversez pas. » Elle le regarda attentivement, inquiète. « Que se passe-t-il ?» Alors Junior lui raconta tout ce qu'il avait entendu la nuit précédente. Un homme est venu, il a versé une poudre et a dit, « Madame Charity doit mourir. Elle ne doit pas vivre cette semaine. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent. « Seigneur, sauve-moi. C'est mon nom. » À ce moment-là, elle sut que Junior disait la vérité. Les mains tremblantes, elle appela son pasteur et lui rapporta chaque mot. « Merci, mon garçon, dit Madame Charity doucement. Elle ordonna à tout le monde de ne pas franchir la grille. Environ une demi-heure plus tard, le pasteur arriva avec 2 membres de l'église. Ils prièrent avec ferveur pendant près de 3 heures. Le pasteur imposa les mains sur le portail et y versa de l'huile d'olive. Puis il déclara. « Vous pouvez franchir maintenant. Aucun mal ne vous atteindra. » Madame Charity annula tous ses rendez-vous et resta à la maison. Elle fit entrer Junior et le remercia chaleureusement. « Mon garçon, que faisais-tu près de ma maison cette nuit-là » Junior baissa les yeux. « Je n'ai nulle part où aller. C'est ici que je dors. » Madame Charity se pencha. « Qui es-tu? D'où viens-tu » Junior prit une grande inspiration et lui raconta son histoire. « Je suis orphelin. Je vivais avec mon oncle au village. Je voulais aller à l'école, mais il m'a dit d'arrêter et de travailler à la ferme, sinon je devais quitter sa maison. Même quand je travaillais, il me battait tout le temps. » Junior enleva lentement sa chemise déchirée et tourna le dos. Les yeux de Madame Charity s'agrandirent devant les cicatrices. « Mon Dieu! Qui a pu faire une chose pareille à un enfant, un orphelin ?» Elle lui donna un petit déjeuner. Après avoir mangé, Junior se mit à genoux. « S'il vous plaît, laissez-moi vivre ici. Je peux être votre garçon de maison. » Elle sourit doucement et secoua la tête. « Garçon de maison ? Non. Tu es bien plus pour moi. Tu vivras ici comme mon propre fils. » Madame Charity était une femme d'affaires prospère. Après des années de mariage sans enfant, son mari l'avait quittée. Depuis, elle avait essayé d'élever d'autres enfants, mais sans succès. Mais avec Junior, elle sentit que c'était la volonté de Dieu. Elle décida de le prendre comme son fils. Dès le lundi suivant, elle inscrivit Junior dans une école privée prestigieuse. Pendant ce temps, Alice continuait à se battre au tribunal. Après de longs mois, le juge déclara qu'il n'y avait aucune preuve de son implication. Elle fut enfin libérée. Mais ses problèmes n'étaient pas finis, le ministère de l'Éducation la suspendit sans salaire. N'ayant plus de maison, elle, son mari et leur fille s'installèrent dans une petite pièce. La vie devint très dure. Son mari gagnait à peine de quoi survivre. Alice commença à frire des ignames pour les vendre. Malgré la pauvreté, elle continuait à offrir des ignames aux enfants nécessiteux, surtout les orphelins. Les années passèrent sans amélioration. Sa fille Joyce termina l'université mais ne trouva pas de travail. Elle rejoignit sa mère dans la vente d'ignames. De son côté, Junior avait obtenu son diplôme universitaire et dirigeait désormais les affaires de Madame Charity, qu'il avait adoptée et nommée héritier. Il gérait 3 entreprises florissantes. Un jour, Junior décida de retourner dans son village. Il y fut accueilli chaleureusement. Beaucoup pensaient qu'il était mort. Son oncle, choqué et inquiet, demanda pardon.
Junior lui pardonna. En parlant, ils mentionnèrent comment Alice avait été faussement accusée. Junior pleura. Où est-elle maintenant? Demanda-t-il. Elle est retournée dans son village. Donnez-moi l'adresse, ordonna-t-il. Sans attendre, il prit la route. Il retrouva Alice, en train de frire des ignames. Il tomba à genoux. Je vous en prie, pardonnez-moi. Alice, confuse, demanda. Qui es-tu? Je suis le garçon que vous avez aidé. Celui qui vous a causé tant de mal. Oh, dit-elle en tremblant. Maintenant je me souviens. Relève-toi. Elle le serra dans ses bras. Assieds-toi. Je t'ai nourri une fois, laisse-moi encore le faire. Junior mangea. Plus tard, Joyce arriva et fut présentée. Junior s'excusa. Je suis désolé pour tout ce que vous avez vécu à cause de moi. Joyce sourit. Nous ne t'en avons jamais voulu. Dieu merci tu es sain et sauf. Le lendemain, Junior leur donna une grosse somme d'argent et promit de les sortir de la pauvreté. Il retourna à la ville et raconta tout à Madame Charity. Elle décida d'honorer Alice. 5 mois plus tard, une école secondaire toute neuve fut construite en son honneur. Junior revint chercher Alice et sa famille. À leur arrivée, Madame Charity dit. Mon fils m'a tout raconté. Voici un petit geste de reconnaissance. Elle leur montra le complexe scolaire avec logement et classe. Tout ceci est à vous. Vous dirigerez cette école. Les larmes d'Alice coulèrent. C'était un rêve devenu réalité. Elle avait toujours voulu diriger un internat pour aider les enfants. Tout cela est à nous, demanda-t-elle. Oui, répondit Junior en souriant. Alice se tourna vers son mari, émue. Regarde. Dieu a exaucé nos prières. Ils se consacrèrent à la réussite de l'école. Junior lui donna des millions de Naira pour démarrer. Ceux qui l'avaient critiqué vinrent chercher de l'aide et des emplois. L'école devint l'une des meilleures du pays. Toutes les années de souffrance disparurent. Alice et sa famille vécurent heureux et prospères. Merci de votre lecture, et que Dieu vous bénisse.